ce sujet, je vous conseille de lire L'étrange destin de Wangor. C'est un livre qui raconte les aventures d'un interprète chargé de faire le lien entre l'administration coloniale et les populations africaines qui parlent bambara ou djoula. Il va se servir de cette position pour gagner masse de thunes. C'est un livre assez incroyable, je vous conseille de le lire. Autre scénario, par exemple, le peuple C peut s'allier avec les colons pour lutter contre le peuple B qui menaçait de l'attaquer. Vous l'aurez compris, la situation est complexe, mais dans tous les cas, seule une minorité des colonisés va vraiment profiter de la collaboration avec les colons. Quelles vont être les relations entre les colons et les colonisés? Eh bien, en fonction du type de colonisation, les colons peuvent chasser, soumettre ou exterminer les colonisés. Mais il existe aussi des colonisations moins violentes, où les colons ne cherchent pas à se mélanger aux colonisés et préfèrent vivre reclus dans des enclaves depuis lesquelles ils font du commerce. Dans tous les cas, les colonisés sont soumis aux lois des colons. Et ça, c'est l'un des aspects. Les colons s'installent au fur et à mesure autour des bases militaires et les colonisés sont soumis aux lois des colons. La particularité se situe dans le fait que les habitants de la métropole sont incités à s'installer dans les colonies, puisque des parcelles de terre peuvent leur être attribuées par la métropole pour qu'ils y développent l'agriculture. Ici, on peut vraiment parler d'une colonisation qui se rapproche de ce que l'Europe va développer par la suite. Quatrième forme, les colonisations dites barbares, que l'encyclopédie nous présente comme ces peuples chassés de leur pays par d'autres peuples plus puissants ou par la misère, ou attirés par la connaissance d'un climat plus doux et d'une campagne plus fertile qui conquiert pour partager les terres avec les vaincus et n'y faire qu'une seule nation. Il s'agit en réalité des invasions de peuples nomades, comme ce fut le cas des invasions mongoles. Étant donné le niveau de mélange qui s'opère entre les envahisseurs et les envahis, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de colonisation. Je fais des recherches sur ce point, donc si vous avez des sources, envoyez-les dans les commentaires. La cinquième forme de colonisation, c'est la colonisation dite de commerce, celle qui a été fondée par l'esprit de commerce et qui enrichit la métropole. C'est la forme de colonie qui a été développée par les Européens tout au début de l'époque coloniale. Une colonisation basée sur les comptoirs commerciaux et des forteresses dans lesquelles les colons sont très peu nombreux et vivent isolés des populations locales. Les établissements européens permettent de relier la métropole grâce à tout un tas d'escales. Ces colonies imposent leurs règles commerciales aux territoires colonisés. Elles accaparent certains monopoles commerciaux par la force, mais elles n'ont pas l'ambition de soumettre politiquement les peuples colonisés, ni d'envahir l'ensemble de leur territoire. Elles dépendent généralement de compagnies coloniales, comme les compagnies françaises, anglaises ou néerlandaises des Indes orientales, par exemple. On en parlera dans d'autres vidéos. Sixième forme, les colonisations des Amériques. Ici, l'encyclopédie fait preuve d'une lucidité à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Elle nous dit, ces colonies n'étant établies que pour l'utilité de la métropole, il s'ensuit premièrement qu'elles doivent être sous sa dépendance immédiate et par conséquent sous sa protection. Deuxièmement, que le commerce doit en être exclusif aux fondateurs. Dès lors, il était nécessaire de conquérir les terres et d'en chasser les anciens habitants pour y en transporter de nouveaux. Une pareille colonie remplit mieux son objet à mesure qu'elle augmente le produit des terres de la métropole, qu'elle fait subsister un plus grand nombre de ses hommes et qu'elle contribue au gain de son commerce avec les autres nations. Si la colonie ne procure aucun des trois avantages cités, on peut décider qu'elle est ruineuse pour le pays de la domination et qu'elle l'énerve. De ce calcul, on peut tirer plusieurs conséquences. La première est que les colonies ne seraient plus utiles si elles pouvaient se passer de la métropole, et ainsi c'est une loi prise dans la nature de la chose que l'on doit restreindre les arts et la culture dans une colonie à tel et tel objet, suivant les convenances du pays de la domination. Donc en gros, depuis 1736, les gens sont lucides sur les méthodes et les raisons de la domination coloniale. Alors comment expliquer une telle franchise? En fait, l'encyclopédie tente de critiquer la colonisation des Amériques telle qu'elle a été réalisée par les Espagnols et les Portugais. Genre, vous êtes nazes. En lisant les sources de cet article, on voit qu'il s'inspire de l'ouvrage de Jean-François Melon, intitulé « Essai politique sur le commerce et l'esprit des lois », dans lequel M. Melon estime que l'envoi massif de colons espagnols en Amérique a contribué à affaiblir le royaume d'Espagne. Non seulement les natifs ont été massacrés, les colonies pillées et la métropole désertée, une tragédie coloniale selon cet auteur qui tente d'orienter la France vers une autre doctrine, laquelle
J'y viens. Mais d'abord, on a vu 6 manières de définir la colonisation selon l'encyclopédie de Rousseau et d'Alembert. Personnellement, je ne considère pas les deux premières comme étant réellement des colonisations au sens qu'on entend aujourd'hui. L'histoire de la Bible, l'histoire de la Grèce antique, bof bof. Je pense qu'il s'agit d'un autre phénomène, assez ressemblant mais différent. C'est un débat d'historien que je suis avec plaisir. Pour compléter cette vidéo, il faut que je vous mentionne 2 doctrines coloniales qui ont servi à mettre en place la colonisation française. Il en existe d'autres, mais là j'ai choisi de vous présenter celle-ci et je parlerai des autres dans d'autres vidéos. La première a été énoncée par Paul Leroy-Beaulieu en 1882 dans un ouvrage intitulé « De la colonisation chez les peuples modernes », dans lequel il nous propose de distinguer 3 types de colonies. Les colonies d'exploitation, comme les Indes et la Cochinchine. Dans ces colonies, les colons vivent reclus en forteresse et en comptoir. Ils n'ont pas besoin d'être nombreux, mais ils doivent s'assurer le monopole commercial sur certains produits et maintenir leur droit de commercer. Ça correspond à la 5e forme de colonie selon l'encyclopédie. Les colonies de peuplement, comme l'Australie, qui ont besoin d'un immense afflux de colons. Dans ces colonies, la métropole déverse son excédent de population. Donc les pauvres, les taulards, les opposants politiques, avec l'espoir qu'ils exploitent les sols en les cultivant. Pour les colonies de peuplement, il faut peu de moyens financiers, mais il faut une domination et un assujettissement total des colonisés, voire même une extermination des colonisés. Leroy-Beaulieu n'est pas fan ni des colonies d'exploitation, ni des colonies de peuplement. Il préfère les colonies mixtes, telles que l'Algérie. C'est la doctrine coloniale Made in France. On crée une colonie qui conserve une forte population indigène soumise à l'arrivée progressive d'un grand nombre de colons qui dirigent l'exploitation du territoire. Avec cette doctrine, Leroy-Beaulieu tente d'établir la grandeur coloniale de la France sans faire l'erreur des Espagnols, c'est-à-dire sans désertifier la métropole en envoyant trop vite la population aux colonies. Il cherche une forme de colonisation rentable sur le plan économique, militaire et surtout démographique. Mais gardez bien en tête que s'il est critique des autres formes de colonisation, ce n'est pas parce qu'il est anticolonialiste, c'est au contraire parce que c'est un colonialiste pragmatique et qu'il ne veut pas voir échouer la politique coloniale de la France. D'ailleurs, il fait la différence avec les doctrines coloniales étrangères. Selon lui, les 3 classes de colonies anglaises sont les colonies de propriétaires, les colonies à charte et les colonies de la couronne. Ce sont complètement d'autres doctrines coloniales avec une logique différente dont il reconnaît l'efficacité, mais dont il dit que le servage des engagés européens, l'esclavage des nègres, l'extermination des Indiens sont les 3 tâches de ce brillant tableau de la colonisation anglo-américaine. Je vous lis ce passage pour bien dire que les colons étaient toujours très conscients des problèmes et des injustices coloniales, mais que leur objectif restait de servir le plus efficacement leur métropole. Exploitation, peuplement, mixité, c'est la lecture que propose Leroy-Beaulieu, mais ce n'est pas la seule manière de présenter les doctrines coloniales. Avec une autre approche, en 1895, le français Arthur Giraud rédige un ouvrage référence qui va être enseigné à tous les administrateurs coloniaux français et qui s'intitule « Principes de colonisation et de législation coloniale ». Giraud va définir 3 formes de colonisation. Mais au lieu de les définir par rapport à la démographie ou à l'économie, comme le faisait Leroy-Beaulieu, Giraud va les définir en fonction des projets politiques que la métropole envisage pour sa colonie. Genre, c'est quoi le projet? Il va définir 2 projets politiques extrêmes que sont d'un côté l'assujettissement, c'est-à-dire la domination totale des colonisés par les colons, l'exploitation totale des ressources pour le seul profit de la métropole. Là, on a l'exemple des colonies américaines avec les exterminations des populations natives, le pillage des mines d'or et l'esclavage des Africains. À l'autre extrême, vous avez l'autonomisation, c'est-à-dire la création avaient un roi indépendant, comme dans un régime féodal normal. Ils étaient sous l'influence du pape, mais on ne peut pas pour autant considérer que le Vatican soit leur métropole. Les relations d'allégeance sont un peu plus complexes. Je ne développe pas ici, mais vous trouverez un article dans mes sources pour vous faire votre propre idée sur cette controverse. On a fait un beau tableau de ce que peut être la colonisation. Et pour finir, je vous donne une définition rapide de ce qu'on appelle néocolonisation. Quand on parle de néocolonisation, on part de l'idée que les structures coloniales qui lient l'ancienne métropole et l'ancienne colonie ne sont pas rompues.
même si une indépendance a été proclamée officiellement. Dans ce schéma, on ne peut plus parler de colonisation réellement, puisque les anciennes colonies sont censées avoir leur propre loi, et elles ne sont plus soumises à la juridiction coloniale. Mais si on prend l'exemple concret du franc CFA, dans les anciennes colonies françaises d'Afrique, on voit que cette monnaie reste totalement soumise aux lois et aux décisions. Donc, là, le Ghana vont dérouler le speech dont on a parlé en introduction au départ. Et pendant ce temps, ceux qui veulent regarder, parce qu'il était prévu une autre série d'images, bon, ces images vont dérouler des messages, bien sûr, mais on va couper le son. Donc, il faut qu'on puisse écouter. Donc, ceux qui veulent regarder, vidéo numéro 2, c'était consacré aux exactions de Ferrer au Sénégal. Pour que les gens comprennent ce qu'a été la colonisation au Sénégal. Ça, c'est des images. Et également, il y a une série d'images pour vous montrer l'ensemble des volumes que la commission a eu à produire. Donc, ça, on va couper le son pour ça, et pour permettre à LH et à Ghana de dérouler leur exposé. Après leur intervention, bien entendu, les débats vont commencer comme d'habitude. Et à la fin, ils répondront aux questions, aux remarques, aux suggestions, aux critiques que vous pouvez formuler. Donc, sans tarder, hélas, merci. Merci beaucoup, professeur Kokoto. Salut le professeur, coordinateur général du projet d'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Et auparavant, je voudrais juste justifier ma présence au sein de ces sommeliers, parce que les gens vont voir venir en me disant, mais ça c'est un scientifique, qu'est-ce qu'il vient faire parmi les historiens? Effectivement, je suis ingénieur de formation. Quand j'ai fini mes études d'ingénieur en santé, je suis venu à Paris pour m'inscrire en DA de physique historique pour pouvoir soutenir une thèse d'ingénieur docteur en électronique des solides et des particules. Durant cette période, j'étais au laboratoire de physique des solides, qui était l'ancien laboratoire de l'école normale supérieure de la Rédune, qui a été transféré donc à la Halofin. La Fatou connaît bien donc pourquoi ça parle, pour devenir vicieux. C'est un laboratoire qui a tenu 2 prix Nobel. Le professeur Alfred Kastler, dans les années 60. Je crois que c'est en 66 qu'il a été prix Nobel de physique. Le professeur Pierre-Gilles de Gênes, qui a été prix Nobel de physique en 70, dans les années 70, pardon. Donc c'est dans ce milieu-là que j'ai préparé donc ma thèse d'ingénieur docteur, et pendant cette période, j'étais assistant en physique, assistant du professeur Nunko Barkowski, au niveau donc de l'enseignement de la physique aux étudiants du premier cycle d'études médicales, la première année, et du deuxième cycle de physique, chimie, biologie. Pourquoi? Parce qu'en France, à l'époque, les études de médecine, c'était un concours. La première et la deuxième année, c'était un concours pour entrer dans la faculté de médecine. Et j'étais donc comme assistant. Et vu la qualité peut-être de l'enseignement que j'ai délivré, à la fin de la deuxième année, j'ai été proposé pour figurer sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître assistant en France, pour pouvoir donc continuer une carrière d'enseignant. Le sort en a décidé autrement. L'ancien concessionnaire de la société d'électricité qui avait encore ses bureaux à Paris m'a contacté 6 mois avant la soutenance de ma thèse pour me recruter, m'embaucher pour la Sénégal. Entre-temps, le dossier a suivi son cours et rentré au Sénégal. La faculté des sciences
à l'époque dirigé, en tout cas le département de physique dirigé par Djibril Fall, Souleymane Niang étant le doyen de la faculté, avait reçu justement mon dossier et se demandait comment faire pour entrer en contact, puisque je n'avais pas donné signe de vie. On leur a dit, ah non, mais il est à la Sénélec. Ils m'ont contacté pour me dire qu'ils voulaient me proposer un poste donc, au niveau de la faculté de sciences pour enseigner la physique. Je leur ai fait comprendre que je suis déjà en service. Mais devant l'insistance, ils ont demandé à Issa Diop, qui était directeur général à l'époque de la société, de m'aménager des cours, il a fait des heures pour pouvoir donner des cours de physique au niveau de la faculté de sciences. L'accord a été conclu. À l'époque, j'ai enseigné le vendredi et le samedi matin, parce que le samedi, il y avait encore cours à l'époque. J'étais en MP2 et PC2, maths physique deuxième année et physique chimie deuxième année. J'avais parmi les étudiants, des gens qui sont devenus plus tard recteurs même de l'université Cheikh Anta Diop. Et mon dossier qui avait été donc transmis en France, le CAMES qui venait donc de démarrer ses activités avait demandé que tous les Africains qui étaient, disons, pressentis pour occuper des postes sur la liste d'aptitude en France, que le dossier soit transmis au CAMES. Souleymane Niang a reçu mon dossier, l'a transmis au CAMES. C'est ainsi qu'en 1979, à la session de juillet 1979, j'étais le seul en physique à être donc proposé et admis, n'est-ce pas, au niveau de l'Université de Dakar, au titre donc des enseignants en physique. Voilà ce qui m'a mis en contact un petit peu avec l'université. Quand j'étais à Jussieu, c'est là où j'ai fait la connaissance de notre cher ami Ablaye Fatimbo, parce qu'il me voyait au restaurant, il me voyait manger du côté des professeurs. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas du côté des professeurs? Puisque lui, il mangeait avec les étudiants. Bon. Ça, c'est pour la petite histoire. Ensuite, en l'an 2000, quand il y a eu le changement, l'alternance, si vous voulez, j'ai senti qu'il y avait un nouveau politique qui allait se faire au niveau du Sénégal. Et j'ai saisi cette occasion pour dire que je vais marquer cette époque en écrivant un livre sur l'histoire politique du Sénégal. Et là, je suis allé directement aux archives nationales où j'ai rencontré un monsieur extrêmement aimable, ouvert, qui s'appelle le professeur Salou Baye. C'est lui qui m'a ouvert les portes des archives nationales, qui m'a vraiment encouragé à pouvoir faire des recherches pour pouvoir rédiger donc cet ouvrage qui est sorti en 2004. Je lui rends un grand hommage. Après cela, Amadou Ndéné Ndaw, qui était directeur de cabinet du professeur Ibrahim Thiam, avait présenté mon livre au professeur Ibrahim Thiam. Quand il l'a vu, le professeur a voulu photocopier le livre parce qu'il n'arrivait pas à le trouver en librairie. Amadou Ndéné Ndaw lui a dit non, c'est pas la peine. Je lui ai dit là, je vais te donner un exemplaire. Je suis venu, je lui ai remis un exemplaire. Il était tellement enchanté. Et en 2014, il m'a fait appeler pour me dire qu'il voulait me coopter pour venir travailler au sein de l'Histoire générale du Sénégal. Je lui ai dit, professeur, moi je ne suis pas historien. Il me dit non, mais le livre que vous avez écrit vous donne les titres de noblesse vous permettant de siéger et de travailler au sein de cette commission, donc chargée de réécrire l'Histoire générale du Sénégal. Donc, le professeur Ibrahim Thiam, je lui rends un hommage illimité. Je me suis toujours considéré comme un braconnier de l'histoire, parce que je n'ai aucun de vos titres, vous qui êtes donc des grandes sommités, n'est-ce pas, de l'histoire du Sénégal. Mais
disons, sa cooptation, en fait, la manière dont il m'a engagé à participer, n'est-ce pas, à vos travaux et à être membre de cette commission. Tout ceci donc m'a permis donc de m'engager. Et il a dit toute l'histoire contemporaine. Vous allez apporter votre contribution surtout dans les volets que nous ne maîtrisons pas assez, c'est-à-dire les volets économiques, l'histoire des infrastructures. Et j'ai accepté. Mais auparavant, puisque la commission 3 était chargée de traiter toutes les questions partant de 1817 à 2012, c'est-à-dire la période contemporaine. Je rappelle que l'AGS est divisée en 3 périodes. La période haute correspond à la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. La période intermédiaire, que le professeur Mamadou Fall connaît parfaitement bien, puisque c'est eux-mêmes qui animent donc cette période, et la période contemporaine, qui part pratiquement de la fin du début du 19e siècle, donc du retour des Français en 1817 au Sénégal, suite au traité de Versailles du 14 mai 1816. Pardon. Donc voilà un petit peu pourquoi je suis là. Je voudrais donc rendre hommage aussi de nouveau au professeur Saliou Ba et au professeur Mondao. Le professeur Mondao est le président de la commission numéro 3. Parce que ce sont les deux qui m'ont encouragé en me disant qu'il faut prendre des responsabilités au sein du comité de pilotage de l'AGS. C'est comme ça que ça s'est passé. La première fois que le professeur Saliou Ba a prononcé ici une proposition disant au professeur Iba Der Thiam, il faut prendre Elhadj comme secrétaire général, c'était au cours d'une des réunions du comité de pilotage, des premières réunions au mois de juillet 2014. Et Mordo, à la sortie, m'a dit qu'il faut continuer donc à insister pour pouvoir occuper ce poste, parce que tu as des qualités d'organisateur. Ces qualités te permettront vraiment de nous apporter, disons, un plus dans ce que nous voulons faire, parce que nous n'avons pas ce temps-là. Voilà donc pourquoi je me suis retrouvé encore secrétaire général du comité de pilotage. Maintenant, le professeur Mamadou Fall, coordinateur général, après le rappel à Dieu du professeur Iba Der Thiam, m'a encouragé quand je lui ai parlé de mon projet d'écrire. Pour moi, c'était l'aventure de l'électricité au Sénégal. Il m'a dit, moi je suis preneur, si tu écris, on va publier ton truc. C'est comme ça également que je me suis retrouvé donc, à la tête donc, de deux volumes. En fait, c'est un ouvrage fait en 2 volumes, puisqu'il faisait 900 pages. Plus de 900 pages. On a dû donc scinder ça, voilà. Donc, et j'ai dû scinder ça en 2 parties. Une partie qui s'appelle donc l'électrification du Sénégal sous le régime des concessionnaires, c'est-à-dire depuis 1887 jusqu'en 1972, et une partie qui est intitulée l'électrification du Sénégal depuis le contrôle national du service public, qui termine donc la série à partir de ça. Donc je rends hommage au professeur Mamadou Fall pour sa confiance, n'est-ce pas, et pour son encouragement, parce qu'il ne cesse de me dire non, si tu as encore des projets d'écriture, n'hésite pas, moi je suis preneur. Je salue aussi au passage le professeur Mamadou Mané, qui m'encourage tout en me disant tu as une belle plume, donc continue à écrire et nous serons tout à fait ravis d'avoir à disposition du doigt. J'ai voulu faire ces petites introductions pour que personne ne me voit plus comme un cheveu dans la soupe. Je suis un braconnier de l'histoire, mais j'ai été coopté par d'éminents professeurs pour cela. Alors, le comité éditorial de la commission 3, je rappelle que la commission 3 est dirigée par le professeur Morna. Ce comité éditorial avait été nommé par le professeur Iba Der Thiam, dont il était membre. C'était composé donc du professeur Morna, du professeur Iba Der Thiam, du recteur Ibrahima Thioub,
du professeur Abdou Sow, malheureusement qui est décédé, de Khalid Diallo, de Babacar Fall, de Souleymane Bachir Diagne, de Cheikh Anta Babou, de Mamadou Diouf, de Ndiouga Benga, de moi-même, d'Abdoulaye Touré, de Mohamed Boud, de Sohna Sané, du docteur Gana Fall, de Mbaye Thiam, d'Abdelrahman Gaïdé, de Lamine Ndiaye, de Oumar Gueye et de Djegan Sen. Cette commission a sorti un premier ouvrage qui s'appelle de 1817 à 1914, les années d'épreuve, de lutte armée, de renouveau religieux et culturel, de refus de la domination et de consolidation du pouvoir colonial. Parce que c'est dans cet espace de temps que tout ça s'est déroulé. Il n'y a pas eu de avant ou après. Il n'y a pas eu de renouveau culturel réellement pour pouvoir, et religieux pour pouvoir faire face à l'action coloniale. Et ça, c'est important. Et donc, le professeur s'est associé. Il y a eu donc 4 directeurs de volume. Le professeur Godel Thiam, le professeur Morneau, le docteur Gana Fall et moi-même. Nous étions les directeurs de volume. Et chacun a apporté donc sa contribution. Et on le voit bien. Donc, cet ouvrage a suscité quelques polémiques au sujet des passages concernant certaines familles religieuses. Peut-être on y revient. Bon, les autres périodes, malheureusement. Il faudra éteindre les portables et les mettre au vibeur, sinon on ne va pas terminer les travaux. Malheureusement, la période 1914-1938 n'a pas encore été sortie, c'était prévu. La période 1938-1960, Abdoul Sow était donc un petit peu le maître d'œuvre, malheureusement il n'est plus de ce monde. C'est comme Cheikh Fatih Faye, faisait partie de cette équipe. La période 1960-2012 devait être un peu pilotée par le recteur Ibrahim Tchou. Donc voilà un petit peu la structuration de cette commission emploi, n'est-ce pas, dont, comme je vous l'ai dit, le professeur Godel Thiam faisait partie. Et tous les lundis, on se retrouvait chez lui pour corriger, faire des amendements, faire des propositions pour que les textes de ces livres-là, les textes, soient donc adoptés pratiquement à l'unanimité. Je parle sous le contrôle de Mamadou Koné, qui était membre donc, de cette commission. En tout cas, on était là tous les lundis à partir de 17h chez lui, à son domicile. Et c'est comme ça que la commission a travaillé. Maintenant, la commission a continué son travail. Moi, j'ai sorti mes 2 volumes. Le docteur Gana Fall a sorti 2 volumes. Et c'est là qu'on va lui, disons, transmettre la parole parce que c'est la colonisation. La colonisation, moi, je la définis en 4 mots. C'est l'occupation territoriale, la domination politique, c'est l'exploitation économique, c'est l'aliénation culturelle. L'occupation territoriale, on signe des traités de protectorat. Je me base toujours moi sur le cas spécifique du Saloum, où le premier traité qui a été signé par un certain Bour Saloum, Sandé Nepodou Fall, le 8 février 1785. Retenez bien cette date parce que 1785, il y avait encore un roi en France. Et 1785, c'est donc 4 ans avant le 14 juillet 1789. Et le texte disait simplement que nous octroyons tel espace pour servir de comptoir, c'est-à-dire d'un lieu de vente et d'achat de marchandises. Entre-temps, il y a eu 1817, c'est-à-dire la volonté, en tout cas la restitution du Sénégal à la France, et la volonté maintenant de coloniser. Et cette volonté a été matérialisée ou schématisée, surtout par Faidherbe, parce que Faidherbe a dit que non,
le traité là, qui a été signé, nous donne des droits. Et à partir de ces droits, ils ont créé donc Kaolack, qui n'était pas donc un village, c'était juste un petit village de pêcheurs, hein, de Niaminka. Et à Kaolack, il a sorti un certain nombre d'interdits et d'obligations. Il a dit que les princes du Saloum, qui n'ont rien à faire avec les échanges, ne doivent pas venir habiter dans la ville de Kaolack. Donc, domination politique en disant nous interdisons, alors qu'ils n'avaient qu'un traité de protectorat, c'est-à-dire protéger en cas de. Troisième chose, c'est la partie exploitation économique. Il y a bien sûr la culture de l'arachide. Mais auparavant, ils ont tenté des cultures qui se faisaient dans les îles, la canne à sucre, le coton, etc., la banane, etc. Ils ont tenté ça à Richard Toll. Ça n'a pas beaucoup marché. Ils ont développé maintenant un certain nombre d'activités de mise en valeur. Parce qu'on ne peut pas parler tellement d'économie en fait. À mon avis, la première activité de mise en valeur concerne les télécommunications. 1859. La première liaison de téléphonie entre Saint-Louis et le Gandoul, c'est à 7 ans. Ensuite, ils ont développé le port de Dakar, 1869. Après cela, ils ont entamé la construction du chemin de fer Dakar-Saint-Louis, commencé en 1882, terminé en 1885. Ensuite, ils ont apporté l'eau à Saint-Louis. Ils ont fait la distribution d'eau à Saint-Louis en 1886. Et en 1887, ils ont fait la première distribution d'électricité à Saint-Louis. Donc Saint-Louis, Rufisque étaient les premières villes à bénéficier de l'électricité. Par la suite, donc Dakar en a bénéficié, Louga en a bénéficié, Kaolack en a bénéficié, etc. Et ça, c'était des privés. C'était des privés purs et durs. D'ailleurs, la première centrale qui a eu lieu à Saint-Louis, c'était les mulâtres, les Carpeaux. Tout le monde connaît la famille Carpeaux, puisque le président a battu François Carpeaux aux élections de 1914. Donc c'était une famille de métis très puissante. Mais les Touaregs se sont débrouillés pour récupérer cette société et transférer le siège à Bordeaux. C'est pourquoi dans l'illustration du volume sous le régime des concessionnaires, on voit une lettre de la compagnie africaine d'électricité, on met siège Bordeaux, 5 juin 1924. En 1930, on a réuni toutes les sociétés concessionnaires dans une seule compagnie qui s'appelle la compagnie eau et électricité de l'Ouest africain, on appelle EOA, qui a assuré donc toute la gestion de la distribution de l'électricité au Sénégal jusqu'en 1972, date à laquelle le Sénégal a d'abord choisi de faire un compagnonnage avec l'ancien concessionnaire. C'était prévu pour 15 ans, finalement ça n'aura duré que 10 ans. Donc de 72 à 82. Et il fallait rembourser le rachat donc des actifs et des installations de cette société à l'ancien concessionnaire, uniquement à partir de ce que l'entreprise pouvait générer comme bénéfice. Donc c'est une nationalisation sans aucun sou de l'État. Voilà comment est né Sénélec. Sénélec a cheminé. En 82, la concession est devenue totalement donc nationale. En 83, on a voté la loi de nationalisation et cette loi a permis donc à la société d'évoluer. Bon, il y a eu une petite période de privatisation ou en tout cas d'ouverture du capital et en fin de compte, on est donc dans une situation actuelle où c'est une société de droit public, n'est-ce pas, mais
entièrement contrôlée par l'État. Voilà en ce qui concerne la partie électricité et les infrastructures. Maintenant, je vais passer la parole au docteur Ganafal, qui lui va vous traiter des aspects administratifs et militaires de la colonisation et du renouveau religieux et culturel, puisqu'il a déjà rédigé donc ces deux ouvrages là-dessus, et que comme il y a le livre posthume du professeur Bébé Thiam concernant la Tidjania, qui répond un petit peu à certaines interrogations, le docteur Ganafal pourra vous donner donc de plus en plus Bon, en attendant que Ghana devienne, je voudrais rassurer sur un aspect. L'histoire et les historiens. Vous avez vu le premier film tout à l'heure. Le jeune a fait un excellent document. Vous aurez peut-être l'occasion. Lui ici, a pris des précautions en précisant qu'il n'est pas historien de métier. Alors, je voudrais rassurer également en disant que les États-Unis se considèrent comme un pays sur le plan académique extrêmement riche. Celui qui a secoué le Landerneau pendant 2 ans aux États-Unis, il s'appelle Martin Bernal, sur l'histoire de l'humanité, les relations de l'Afrique. Sa spécialité à Cornell. Cornell, qui est une des plus grandes universités, il enseigne ce qu'on appelle la gouvernance. C'est-à-dire qu'ici, s'il était à Dakar, il enseignerait à la faculté de droit. Celui qui a écrit sur l'histoire ancienne, Black Athena, et pendant plus de 2 ans, 3 ans, tous les médias parlaient de Martin Bernal et de sa polémique avec ceux qui croient qu'ils sont professeurs de lettres classiques, professeurs d'histoire, et ça a duré des années. Donc c'est pour dire que le débat est professeur Cheikh Anta Diop, sa spécialité, c'est la physique, la chimie. Et souvent, quand dans les médias on parle de Cheikh Anta, on dit le grand historien, le grand égyptologue. Ouais. Alors donc c'est pour dire vraiment que tout à l'heure dans le débat, on va revenir sur le métier d'historien, la multidisciplinarité, la pluridisciplinarité. Et on a devant nous également des membres de la commission sciences. Tout à l'heure, on aura l'occasion, Amadou, on aura l'occasion de revenir là-dessus sur ce débat, sur l'apport des historiens. Donc, Ghana, tu as c'était juste pour gagner. Oui, Amadou, tu voulais dire quelque chose? Ou bien il est prêt. Sinon, je peux. Hein? Oui, vas-y. Non, moi je voulais tout simplement dire que, effectivement, le docteur Ndao, il a raison. Je me rappelle une des premières réunions de l'histoire générale du Sénégal à l'IFAN, mais il y a des gens qui m'ont attaqué là-bas, qui disent que mais toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Toi, tu es un physicien, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais ils oubliaient une chose. Moi, j'ai fait mes études à l'université Lomonosov de Moscou, la plus grande université soviétique de tous les temps, et russe jusqu'à présent. Et là-bas, j'ai fait 6 ans d'histoire, de philosophie, d'économie politique. Donc je sais de quoi je parle. Et quelle histoire? D'abord, l'histoire du Parti communiste, l'histoire des mouvements sociaux, tous les livres de Lénine, là, de Marx, le Capital et tout, on a appris tout ça. Hein? On a fait l'histoire des 2 guerres mondiales, Première Guerre mondiale. Si vous voulez, je peux vous raconter tout de suite, par cœur, ce qui s'est passé pendant les 2 guerres mondiales, comment ça a commencé. Hein? L'histoire du Japon, l'histoire de l'Europe. Et là, ce n'est pas tout. Moi, personnellement, je suis un spécialiste de l'histoire des sciences. Très bien. Et ce n'est pas pour rien que, pendant le FESMA, on m'a sollicité pour faire avec Cheikh Mbaké une exposition sur l'apport de l'Afrique noire en sciences et technologies. Et je signale que cette exposition, même si on n'a pas mis mon nom là-bas et le nom de Cheikh Mbaké, mais c'est nous qui l'avons fait dans le musée. Quand on fait le tour du musée en bas, là, tout ce qui est là-bas, c'est nous qui l'avons fait. Très bien. Cheikh Mbaké et moi-même. Donc c'est pour vous dire que il ne faut pas que les gens viennent nous dire que écoute, qu'est-ce que toi tu viens faire ici. Parce qu'il y a des historiens ici, il y en a qui sont spécialisés, mais moi personnellement, ce n'est pas pour me vanter. L'histoire que je connais là, la plupart d'entre eux ne savent même pas que cette histoire a eu lieu. Voilà. Sans oublier l'histoire des familles, personne ne connaît mieux que l'histoire de la famille. Donc, Ghana... Non, là, je vais parler de ça, l'histoire de la colonisation à Ségou.
Très bien. Ça, je vais parler de ça aussi. Si Voilà, vous me donnez le débat l'occasion. va commencer. Alors, donc, sans tarder, on va passer la parole à Ghana, qui va parler donc de la vie des fonctionnaires, des auxiliaires civils et également des auxiliaires militaires et paramilitaires. Donc, Ghana, vas-y. Et après son intervention, donc, il a une trentaine de minutes lui aussi. On va donner la parole à la salle et à ceux qui sont sur la toile. Voilà, merci, professeur. Bonjour tout le monde, mes chers collègues, chers amis. Je réitère l'appel à propos du téléphone. Il faut les éteindre ou les donner à la secrétaire. Donc, je rejoins un peu le citoyen sur mes relations avec le professeur Ibadet Thiam. Donc, je considère comme mon maître. C'est lui qui m'a encadré durant tout mon cursus au niveau de l'université. Donc, la licence, le DEA, le doctorat, c'est avec lui. Donc, il y a 3 professeurs que j'ai toujours considérés comme mes maîtres, avec lesquels j'ai eu des relations très poussées. C'est le professeur Ibadet Thiam, le professeur Lumay et le professeur Mbengue. Donc, Ibadet Thiam et Mbengue, vraiment, je prie Dieu de les accueillir dans le paradis. Et au professeur Salim Mbaye, je lui souhaite vraiment une longévité et une bonne. On se rencontrait, on se réunissait et on travaillait sur les publications en cours. Et je ne peux aussi que remercier aussi le professeur Moumoufa pour la confiance. Parce que c'est lui qui a proposé donc, à ce que je sois co-président avec Mordan. Donc, en ce qui concerne la commission 3. Donc, c'est une commission qui a travaillé et comme on le constate, je peux dire que sur les 14 volumes qui sont sortis, les 8 relèvent de la commission 3. Donc, ça vous montre qu'on n'a pas chômé. Donc, en ce qui me concerne, personnellement, j'ai eu